Voilà, donc nous allons parler climat et changement climatique avec une petite présentation que j'ai divisée en plusieurs parties. Donc la première sera extrêmement brève, d'autant plus que Michael vient de bien poser ces différences fondamentales entre météorologie et climat. Donc cette première partie, je vais l'expédier très vite. Nous allons ensuite nous intéresser au mécanisme de l'effet de serre. Et puis, nous décrirons le changement climatique d'abord sur une période très très longue, les 800 000 dernières années jusqu'à 1850 à peu près, donc la période pré-industrielle. Ensuite, plus en détail, les observations sur les temps modernes, donc depuis 1850. Et puis après l'examen du passé, on va s'intéresser au futur, un futur incertain bien sûr, qui dépend en particulier de nos choix et de nos modes de vie, mais on regardera donc des simulations climatiques. Voilà, donc ce que vient de rappeler Michael, c'est que la météorologie et l'étude du climat, ce n'est pas la même chose. La météorologie s'intéresse au temps qu'il fait, au temps qu'il va faire, c'est-à-dire à l'état de l'atmosphère ici et maintenant ou dans les jours qui vont venir. Donc la météorologie, c'est un problème, comme l'a expliqué Michael, de conditions initiales pour arriver à prévoir le temps qu'il va faire. Il faut connaître le temps qu'il fait à l'instant initial. L'étude du climat, c'est tout à fait différent. Déjà, on peut mentionner que ce n'est pas un problème de conditions initiales, la projection climatique. L'évolution du climat, c'est quelque chose qui répond au forçage extérieur, c'est-à-dire à des contraintes extérieures. Donc, ce n'est pas un problème de conditions initiales, la projection du climat. Le climat, c'est les conditions moyennes de l'atmosphère et de l'océan également, d'ailleurs, puisque quand on fait la projection climatique, on ne peut pas se contenter de regarder ce qui se passe dans l'atmosphère, on est obligé aussi de considérer ce qui se passe dans l'océan en particulier. Et quand je dis en moyenne, comme l'a dit Michael, c'est en moyenne sur une longue période. Une décennie déjà, ça commence à être pas mal, idéalement 30 ans. Voilà, quand on fait des moyennes climatiques, si on regarde 30 ans, on a vraiment une bonne idée de ce qui se passe sur le climat. On ne peut en aucun cas raisonner sur le fait qu'on a eu une année particulièrement froide ou particulièrement chaude, le fait qu'on ait des accidents, des années effectivement qui peuvent être très chaudes, voilà, ça ne permet en aucun cas de conclure, ça fait partie de la variabilité naturelle du climat. Donc quand on veut vraiment mettre en évidence un signal scientifiquement solide sur l'évolution du climat, on regarde ce qu'on appelle des normales, c'est-à-dire des moyennes des paramètres sur une trentaine d'années. Encore une fois, déjà sur une dizaine d'années, on commence à avoir des informations intéressantes. Voilà, donc encore une fois, ne surtout pas raisonner comme le fait ce cher Donald Trump en disant « Oh là là, on a eu un hiver extraordinairement froid, c'est bien la preuve que le réchauffement climatique n'existe pas, mais si, ça ne fait que traduire ces hivers qui peuvent être encore très froids, la variabilité naturelle du climat. » Alors, on va décortiquer rapidement le mécanisme de l'effet de serre. Et je vais essayer de vous convaincre que l'effet de serre, c'est super. L'effet de serre est profondément bénéfique à l'apparition de la vie sur Terre. Et l'effet de serre, à la base, est un effet parfaitement naturel qui a toujours existé. C'est seulement son augmentation récente qui pose problème. Mais en soi, l'effet de serre naturel, c'est très bien. Donc cet effet de serre résulte de l'interaction des ondes électromagnétiques qui traversent notre atmosphère avec ces gaz atmosphériques. Donc quel rayonnement? Eh bien, à l'évidence, le rayonnement solaire, bien sûr, mais également le rayonnement infrarouge
émis par la Terre, émis par l'atmosphère elle-même, hein, donc ce rayonnement infrarouge qu'on met en évidence avec des capteurs infrarouges. Rayonnement infrarouge dans des gammes de longueur d'onde vraiment différentes par rapport au rayonnement venant du Soleil. Hein. Quand on regarde le rayonnement en provenance du Soleil, le maximum d'émission, il est autour de 0,5 micromètres. Donc, en provenance du Soleil, on a du rayonnement courte longueur d'onde essentiellement. Tandis que le rayonnement émis par la surface terrestre et l'atmosphère elle-même, ce sont des rayonnements grande longueur d'onde autour de 10 micromètres. Et donc, comme on a vraiment des plages de longueur d'onde tout à fait différentes, c'est bien normal que les gaz qui composent notre atmosphère interagissent de façon différente avec les gaz. En particulier, on a ce phénomène qu'on appelle l'absorption sélective, qui fait que certains gaz, en fonction de leur composition atomique et moléculaire, vont mieux absorber certaines longueurs d'onde et pas les autres. Voilà, donc cette absorption sélective, c'est à la base du mécanisme de l'effet de serre. En fait, les gaz qui composent l'atmosphère absorbent très peu le rayonnement solaire. Seulement 19%, en moyenne, seulement 19% du rayonnement solaire incident est absorbé par l'atmosphère. Donc, on peut dire que l'atmosphère laisse bien rentrer l'énergie solaire. Par contre, l'atmosphère est extrêmement absorbante vis-à-vis du rayonnement infrarouge sortant, du rayonnement infrarouge grande longueur d'onde émis par la Terre. Ce sont certains gaz particuliers qui composent notre atmosphère qui sont très absorbants vis-à-vis de ces rayonnements infrarouges. Les gaz qui absorbent cet infrarouge terrestre sont les gaz dits à effet de serre, dont le CO2, qui est mentionné sur la figure, mais pas que. Le principal gaz à effet de serre, en fait, le principal gaz responsable de l'absorption des infrarouges émis par la Terre, c'est la vapeur d'eau. Voilà, donc ces gaz qui composent l'atmosphère absorbant de l'énergie en émettent également, en émettent une partie vers la surface terrestre, donc c'est pour ça que la surface terrestre reçoit de l'énergie également en provenance de l'atmosphère, d'où ce chauffage supplémentaire. Donc l'effet de serre, c'est très bien parce que sans cet effet de piégeage du rayonnement infrarouge émis par la Terre, sans cet effet de piégeage, on aurait des températures extrêmement inconfortables. Un calcul très approximé, on n'a aucune prétention à la précision ici, c'est juste un ordre de grandeur, un calcul approximé nous dit que sans effet de serre, on aurait une température moyenne à la surface de la Terre de moins 18 degrés Celsius environ, au lieu de nos confortables 15 degrés Celsius. Donc l'effet de serre, c'est très très bien, et les gaz qu'il faut remercier pour cet effet de serre sont, on l'a dit, la vapeur d'eau, mais également le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote, et bien d'autres. L'ozone, par exemple, qui n'est pas mentionné ici, est également un gaz à effet de serre. Donc l'effet de serre, c'est très bien, mais les activités humaines ont renforcé cet effet de serre à la base très bénéfique. En enrichissant le contenu de l'atmosphère de ces gaz à effet de serre, on a entraîné un piégeage plus efficace de l'énergie. Voilà, donc le principal responsable de l'augmentation de l'effet de serre au cours des décennies précédentes, c'est le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre efficace qui du coup va piéger ce rayonnement infrared energy absorbé et réémis en partie vers la surface.
Donc le dioxyde de carbone, dont la concentration a augmenté, ici vous avez les relevés à l'observatoire de Mauna Loa, à l'archipel de Hawaï, donc c'est le plus long relevé dont on dispose. On voit qu'en 1958, à Mauna Loa, on avait une concentration d'environ 315 ppm, ppm étant partie par million, volumique, pour préciser. Et donc, on est passé de 315 ppm en 58 à 418,19 ppm en janvier 2022. Je n'ai pas remis à jour depuis janvier. 418 donc ppm partie par million. Alors, cette évolution, on la voit sur la courbe noire présentée ici, qui montre l'évolution lissée du cycle annuel. Et puis, quand on regarde la courbe rouge, on voit le cycle annuel qui se superpose, en particulier avec le cycle annuel de la photosynthèse. À mesure que les saisons se succèdent, printemps, été, automne, hiver, la photosynthèse est plus ou moins active et donc va consommer plus ou moins de CO2 atmosphérique. Donc le CO2 atmosphérique a augmenté, mais le méthane également a augmenté. Le méthane, c'est vraiment le second responsable de l'augmentation de l'effet de serre. Donc méthane, formule CH4, qui est passé de environ 720 ppb, c'est-à-dire partie par milliard, d'après ce qu'on a pu estimer avant l'ère industrielle, en 1750. Et en octobre 2021, on était à 1907,2 ppb. Donc le méthane qui est libéré dans l'atmosphère par tout ce qui est processus de décomposition organique à l'abri d'oxygène, donc tout ce qui est en particulier fonte du pergélisol, le permafrost en anglais, quand on a des animaux morts qui sont pris dans le sol gelé, qui ont été préservés de la putréfaction par justement le fait que ce soit gelé. Quand le sol dégèle, bien sûr, le processus de décomposition organique s'amorce et ça va libérer du méthane dans l'atmosphère. Voilà, donc le méthane aussi augmente de façon très alarmante. Le protoxyde d'azote, N2O, qu'on appelle aussi le gaz hilarant, mais ici ne fait rire personne. Donc le gaz hilarant, le protoxyde d'azote, qui est en particulier libéré par la décomposition des engrais azotés. Voilà, donc tous les gaz à effet de serre ont vu leur concentration augmenter dans l'atmosphère, ce qui entraîne un piégeage accru de cette énergie infrarouge émise par le système Terre-atmosphère. Donc en fait, on a déséquilibré le bilan d'énergie du système Terre-atmosphère, au sens où avant l'ère industrielle, on avait un équilibre entre les gains et les pertes d'énergie par rayonnement. Maintenant, ce bilan est un peu déséquilibré au sens où les gains excèdent les pertes du fait des activités humaines. Alors, faisons un grand saut dans le temps, 800 000 ans d'histoire climatique. C'est possible, oui, de reconstituer le climat sur des périodes aussi longues. C'est possible en particulier en allant faire des trous dans la glace. Alors quand on dit des trous, c'est des trous profonds, des carottages dans les calottes polaires. Donc il faut vraiment aller autant que possible jusqu'au socle rocheux. Donc on va récupérer des calottes de glace, des carottes de glace, qui sont des cylindres de glace qui font quelques dizaines de centimètres de diamètre, mais 3 ou 4 kilomètres de long typiquement. Et donc on récupère de la très vieille glace, et ces 800 000 ans d'histoire climatique, on a pu les reconstruire avec un forage, pour l'instant c'est le record, en Antarctique au site Dome C. Donc c'est ce forage qui a permis de reconstruire 800 000 ans d'histoire climatique. Une carotte de glace, c'est magnifique, c'est comme un livre ouvert sur le passé, parce que ça contient plein de choses. Ça contient de la glace déjà,
qu'on va pouvoir analyser, mais pas que, ça contient aussi des bulles d'air piégées dans la glace dont on va pouvoir analyser la concentration, ça contient des pollens, ça contient des poussières volcaniques en particulier. Voilà. Donc on va pouvoir analyser ces carottes de glace et en déduire plein de choses, des conditions du passé, en particulier la température, on va expliquer pourquoi. Juste pour faire un petit peu de géographie, ce forage qui a été jusque-là le plus révélateur, qui a permis de reconstruire 800 000 ans d'histoire climatique, a eu lieu au site DOMC, donc c'était le sondage EPICA. Et actuellement, là maintenant, est lancée la mission Beyond EPICA qui vise à reconstruire 1,5 million d'histoires climatiques avec un forage qui aura lieu pas très loin de DOMC. Donc, il faut attendre sans doute 3-4 ans au moins avant d'avoir le moindre résultat qui peut sortir de cette mission Beyond EPICA. Mais bon, c'est lancé, c'est en train. Alors évidemment, les carottes de glace sont des indicateurs extraordinairement précieux, mais ce n'est pas les seuls qu'on utilise pour reconstruire les climats du passé. On a tout un ensemble d'indicateurs indirects, comme les anneaux des arbres, les grains de pollen, les coraux, les forages aussi. Les forages sédimentaires indirects qui ont permis de reconstruire l'évolution du climat au cours des 800 000 dernières années. Et un constat s'impose quand on regarde ces séries de courbes qui présentent en bleu l'évolution du dioxyde de carbone au cours des 800 000 dernières années. Juste pour mentionner comment lire ce graphique, à droite du graphique, il y a l'an 0, mais 0, ce n'est pas maintenant. 0, c'est la période pré-industrielle, en fait. Donc, on n'a pas ici les effets de l'activité humaine. Donc, on voit qu'on a eu fluctuation du dioxyde de carbone, c'est la courbe bleue, mais également de la température, c'est la courbe rouge, du méthane dans l'atmosphère, c'est la courbe verte. Donc, on a eu ces fluctuations assez régulières. Et pour la température, on voit très bien qu'on a cette succession de périodes glaciaires et interglaciaires. Donc actuellement, bien sûr, on est dans une période interglaciaire qui s'appelle l'Holocène, qui a commencé il y a à peu près 11 500 ans. Et on peut se demander très légitimement, mais pourquoi? Pourquoi ces oscillations? Pourquoi ces fluctuations? Dont des fluctuations de la concentration en CO2 et en méthane, alors qu'il n'y avait pas d'activité humaine à l'époque pour impacter la concentration de ces gaz. Eh bien, en fait, on a pu relier toutes ces fluctuations à des cycles, des paramètres de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc, c'est l'astronome Milankovitch qui a étudié ces cycles de l'orbite terrestre et qui a pu relier ces cycles de l'orbite terrestre autour du Soleil aux variations cycliques du climat. Puisque ces paramètres de l'orbite terrestre, que ce soit l'obliquité, l'excentricité, on n'a pas trop le temps de détailler tout ça, ces paramètres de l'orbite terrestre, sur des temps qui se chiffrent en dizaines de milliers d'années, ne sont pas constants. Donc, la répartition de l'énergie sur le globe varie au cours du temps, et donc ce sont ces fluctuations des paramètres de l'orbite terrestre qui forcent des oscillations de température. Température de surface de la mer dans les tropiques, reconstituée ici sur la courbe rouge, température en Antarctique. On a cette succession de périodes glaciaires et interglaciaires. Après, on peut se demander, oui, mais pourquoi le CO2? Alors, pourquoi ces cycles dans la concentration atmosphérique du CO2?
Et bien en fait, la concentration de CO2 dans l'atmosphère dépend de la température en fait, parce que quand la température se refroidit, l'océan se refroidit bien sûr. Et si l'océan se refroidit, sa capacité à dissoudre le CO2, mais le méthane également, sa capacité à dissoudre ces gaz diminue. Donc si la température diminue, l'océan va relâcher du CO2 et du méthane dans l'atmosphère. Donc, bien sûr, la concentration de CO2 et de méthane dans l'atmosphère va augmenter. Mais ce qui forçait dans le passé les évolutions du climat, c'était les paramètres de l'orbite terrestre qui forçaient des évolutions de température, qui à leur tour forçaient des fluctuations des concentrations atmosphériques de CO2. Ça, c'était la logique du passé. On est sorti de cette logique-là. Hein, c'est pas vraiment ce qui se passe maintenant. De nos jours, ce qui se passe, c'est que c'est les gaz atmosphériques, c'est les gaz à effet de serre qui forcent la température. Alors que dans le passé, c'était la température qui forçait la concentration de gaz à effet de serre. La preuve que ce qui se passe de nos jours ne fait pas partie de ces cycles bien compris, hein, des alternances de périodes glaciaires et interglaciaires. Nous avons ici la reconstruction de la concentration atmosphérique en dioxyde de carbone au cours des 800 000 dernières années. Nous voyons très bien effectivement cette succession de périodes glaciaires et interglaciaires qui se répercutent sur la concentration de CO2. Et on voit très bien, en regardant à droite de la courbe, que là, on est sorti de cette logique-là. Au cours des 800 000 dernières années, la concentration atmosphérique de CO2 n'avait jamais dépassé 300 ppm. Là, on est autour de 420 ppm. Donc, on est clairement sorti de ce cycle naturel qui était piloté par les fluctuations de l'orbite terrestre. Donc, voilà une courbe qui devrait légitimement vous faire un peu flipper. Moi, quand je la regarde, effectivement, ça me donne à penser en général, parce qu'on est dans l'inédit, en fait, hein, vraiment, depuis au moins 800 000 ans, on est dans l'inédit. Alors, regardons un petit peu ce que nous apprennent les observations depuis 1850. Donc, on va commencer par décrire l'évolution de la température. Donc ça, c'est une courbe qui est extraite du 6e rapport du GIEC, qui est paru le résumé pour les décideurs est paru en août 2021. Donc nous avons ici une reconstruction de l'évolution de la température depuis l'an 1, en fait. Alors vous avez une courbe grise. Donc ça, c'est d'après des indicateurs indirects qu'on a cette reconstruction de la température. Et puis pour la période la plus récente, 1850-2020, on est dans la période instrumentale. Donc on a cette courbe noire qui est fondée sur une reconstruction d'après des mesures directes. Entourant la courbe grise, on a une plage de couleurs, une plage un petit peu ombrée en gris là. Donc là, c'est la plage d'incertitude. On a 90% de probabilité que la réalité se situe dans cette plage. Si on regarde tout à fait à gauche, la petite barre encadrée, là, cette barre verticale indique la fourchette très probable de température au cours de la période la plus chaude des dernières 800 000 dernières années. Voilà, et bien sûr, le constat sans ambiguïté, c'est qu'on a eu un réchauffement au cours des dernières décennies, depuis 1850, mais allant en s'accélérant depuis 1950 en particulier, le rythme du réchauffement s'est nettement accéléré.
Et donc, on a un réchauffement qu'on voit très bien sur ce zoom, on pourrait dire, hein, sur les temps modernes, puisqu'ici, on a une reconstruction par différentes équipes. Hein, c'est pour ça qu'on a 4 courbes différentes. C'est parce que c'est une reconstruction effectuée de façon indépendante par 4 équipes de chercheurs. Hein. Donc, nous avons une reconstruction depuis 1850 hein, de l'anomalie, en fait, de température. C'est pas la température proprement dite, hein, là, les valeurs seraient bizarres, c'est l'anomalie, c'est-à-dire l'écart par rapport à une moyenne, la moyenne ici étant la période de référence 1850-1900. On voit très bien hein, qu'on a une augmentation depuis 1850 de la température moyenne et le signal est encore plus marqué quand on, enfin encore plus évident quand on regarde les moyennes décennales en fait. Hein. Ce qui apparaît ici, ce sont les moyennes sur les dernières décennies depuis 1850. Et le signal qui a été vraiment mis en exergue par le GIEC, c'est que chacune des 4 dernières décennies, en moyenne sur le globe, a été plus chaude que toutes celles qui l'ont précédée depuis 1850. Donc là, ça, c'est du signal climatique incontestable. Hein. Là, on est dans la belle science. On peut, sans ambiguïté, affirmer que, de façon globale, le climat s'est réchauffé. Si on veut donc chiffrer hein, le réchauffement récent, donc sur la période 2010-2019, hein, en moyenne sur le globe, sur cette période 2010-2019, le climat s'est réchauffé de 1,09 degrés Celsius en moyenne sur le globe par rapport à la période de référence 1850-1900. Ce qui fait que pour cette période 2010-2019, eh ben, comme le montre la ligne orange pointillée, hein, on est juste un petit peu plus chaud que cette période hein, qui était la plus chaude des 100 000 dernières années. Juste une petite mise en perspective, on pourrait se dire 1,09 degrés, oh, c'est pas tant que ça. 1,09 degré, c'est en moyenne sur tout le globe. Et pour avoir une idée de à quel point c'est impactant, en fait, hein, la différence moyenne entre une période glaciaire et une période interglaciaire, c'est 4-5 degrés Celsius à peu près, 4-5 degrés Celsius. Donc 1 degré Celsius déjà de variation de la température globale, c'est quelque chose d'extrêmement significatif. Alors, on avance un petit peu pour décrire la montée du niveau moyen de la mer, hein, qu'on documente fort bien grâce aux satellites altimétriques. Bon, on va peut-être accélérer un petit peu. Oui, le niveau de la mer monte de plus en plus vite d'ailleurs. Hein. Le rythme actuel hein, est de 3,4 mm par an d'augmentation du niveau de la mer en moyenne globale. Et cette augmentation du niveau de la mer, bien sûr, est liée à 2 facteurs. D'une part, la fonte des glaces continentales, glaciers et calottes glaciaires, pas la banquise évidemment, hein, qui sont des glaces de mer. Donc c'est l'effet essentiel, la fonte des glaciers et des calottes glaciaires. Mais il y a un deuxième effet quand même qui vient accentuer bien sûr le processus, qui est la dilatation thermique. Ben oui, à mesure que l'eau chauffe, elle occupe un volume plus important. La cryosphère fond à un rythme accéléré. L'effet, par exemple, le plus dévastateur peut-être à regarder, c'est la banquise arctique. Cette banquise arctique hein, qui présente une étendue très variable selon l'année, hein, avec une étendue donc, qui est minimale en septembre et maximale en mars. Et donc, on voit que le maximum de mars diminue, certes, mais pas si vite que le minimum de septembre. Pour le minimum de septembre, on a une diminution d'environ 13% par décennie
de diminution de l'étendue de la banquise arctique. Donc pour le minimum de mars, c'est véritablement préoccupant à quel point la banquise arctique diminue vite. Concernant l'Antarctique, juste, c'est le seul signal qui n'est pas trop décourageant pour l'instant, c'est que les glaces de mer en Antarctique, pour l'instant, ne présentent pas de signe de recul. À part ça, la cryosphère recule partout dans le monde. Autre signal très préoccupant, c'est l'acidification des océans. Ça, on n'en parle peut-être pas assez, et pourtant c'est l'autre grande menace du changement climatique, c'est que les océans sont devenus plus acides. Et ça menace la diversité marine, la biodiversité marine. Alors pourquoi cette acidification des océans? C'est à cause de tout ce CO2 qu'on a libéré dans l'atmosphère, dont une partie va passer et se dissoudre dans l'océan, environ le quart du CO2 qu'on a libéré dans l'atmosphère va se dissoudre dans l'océan. Et on ne va pas faire de chimie, on n'a pas vraiment le temps, mais c'est cette dissolution du CO2 qui entraîne une diminution du pH, le pH qui a diminué de façon significative. On le voit ici sur la courbe bleue, c'est une mesure dans le Pacifique Nord, mais c'est un signal global qu'on a diminué le pH d'environ globalement 0,1 unité de pH, ce qui est suffisant pour déjà menacer la biodiversité marine, en particulier tous les organismes qui ont une coquille solide sont gravement impactés par cette acidification des océans. On voit ici le résultat de cette acidification sur les coquilles, la coquille d'un ptéropode. Et une étude de la NOAA, l'agence américaine NOAA menée en 2011, dans le Pacifique, avait conclu que 53% des ptéropodes avaient une coquille calcaire qui était déjà altérée par l'acidification des océans. Quand on sait que les ptéropodes, c'est quand même tout en bas de la chaîne alimentaire océanique, c'est véritablement très préoccupant comme signal. Alors, je suis désolée de vous mener au galop, tant de choses à dire et si peu de temps. Donc, on va s'intéresser rapidement aux résultats des projections climatiques, et c'est grâce au modèle numérique de climat dont Michael vous a parlé tout à l'heure, qu'on arrive à effectuer des projections climatiques. Alors, ce dont Michael vous a parlé, ce sont des modèles de météo. Pour le climat, la partie description d'atmosphère, c'est à peu près la même. Sauf que pour un modèle climatique, on ne peut pas se contenter de représenter seulement l'évolution de l'atmosphère. On représente également l'évolution, en particulier de l'océan, mais également de la cryosphère et de la lithosphère, et véritablement de toutes les composantes du système climatique. Donc c'est compliqué, un modèle de climat. Mais ces modèles de climat, bien sûr, ne peuvent pas nous dire la façon dont vont évoluer nos sociétés. Donc c'est pour ça que de nombreux avenirs sont possibles en fonction de nos choix, bien sûr. On se doute bien que selon que les grandes villes évoluent plutôt comme à gauche ou comme à droite, la concentration de CO2 ne sera pas la même. Donc le bilan d'énergie par rayonnement ne sera pas le même, la température ne sera pas le même. Ça dépend, notre futur climatique, de plein de choses qui ne sont pas de la science, qui dépendent du choix des sociétés, de l'évolution de la population. Donc c'est pour ça qu'on fait des scénarios. En fait, on a développé, le GIEC a retenu un certain nombre de scénarios. Donc déjà des scénarios SSP, pour dire Shared Socio-Economic Pathway, trajectoire socio-économique. Donc ça, c'est les trajectoires retenues pour le 6e rapport du GIEC. Donc il y en a une trajectoire numéro 1 qui est plus que vertueuse, c'est-à-dire que ce soir, nous rentrons tous à pied ou en vélo, mais en tout cas, c'est vraiment maintenant, tout de suite et de façon drastique, que nous réduisons nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà, et puis le 2e, c'est des changements, mais lents. Un 3e scénario décrit
une augmentation de la population dans les régions en voie de développement et des conflits régionaux en augmentation. Un quatrième scénario décrit un monde fragmenté entre des sociétés riches et qui, disons, évoluent vers un développement durable, mais des sociétés en développement qui, elles, continuent à se reposer sur le carbone. Et puis un scénario 5 où là, c'est aucun effort dans nos réductions de gaz à effet de serre. À chacun de ces choix de société est associé une émission de gaz à effet de serre, donc CO2, mais aussi les autres, et donc à chacun de ces choix de société est associé un forçage radiatif pour la fin du XXIe siècle. Le forçage radiatif, c'est le déséquilibre du bilan d'énergie de la planète. Le bilan d'énergie de la planète, c'est-à-dire le bilan entre les gains et les pertes, le bilan d'énergie, il est déséquilibré. Et donc, c'est à quel point ce bilan va être déséquilibré. Par exemple, le scénario SSP 8.5, c'est la courbe rouge foncée, 8.5, ça veut dire 8.5 watts par mètre carré. Ça veut dire qu'on a un surplus d'énergie de 8.5 watts par mètre carré. Voilà, donc voyons quelles sont les projections de température pour chacun de ces scénarios entre le SSP1 1.9 qui est hyper vertueux, le SSP5 8.5 qui est laissons faire et les scénarios intermédiaires. Donc chacun de ces scénarios, on les a injectés en entrée des modèles de climat. Et signalons que pour avoir une bonne confiance dans le résultat de nos projections, on fait des projections multimodèles. Il y a plein de modèles de climat qui ont effectué les projections. Voilà, donc ça c'est le résultat des projections à l'horizon 2100 selon les différents scénarios. Donc on voit que la température, bonne nouvelle quand même, allez, pourrait être stabilisée avec les scénarios SSP1 1.9 et 2.6, c'est-à-dire des scénarios extrêmement vertueux. On arrive à stabiliser la température en quelques décennies et elle pourrait même amorcer une très légère diminution au cours de la seconde moitié du XXIe siècle. Mais alors, c'est des scénarios drastiques, ces deux-là. Pour le scénario SSP5 8.5, on a une augmentation qui pourrait atteindre d'ici la fin du siècle presque 5 degrés Celsius en moyenne globale. On va passer là-dessus parce qu'on n'a pas trop le temps. Juste remarquons quelque chose d'assez frappant, c'est que le scénario impacte très peu ce qui va se passer à court terme, c'est-à-dire jusqu'en 2040. Pour ça, on peut dire que les carottes sont cuites, les jeux sont faits. C'est ce qu'on a déjà relâché dans l'atmosphère qui va impacter le climat jusqu'en 2040. Donc, le scénario n'impacte pas notre futur immédiat. Par contre, il impacte énormément notre futur plus lointain. Ça, c'est les projections pour la fin du siècle, 2080-2100, par rapport à la période de référence 1850-1900. Donc là, bien sûr, c'est là qu'on voit que le scénario est déterminant. Est-ce qu'on n'aurait pas la fameuse coupure Voilà, d'électricité? donc comme Cathy vous l'a expliqué, oui, on a une coupure Internet à la météo à 12h30, donc ça y est, ils ont appuyé sur le bouton, ils l'ont coupé, ils l'ont coupé. Alors, eh bien, reprenons. Donc, on a vu les scénarios, cette notion de scénario qui décrivent 5 futurs possibles. Ce qu'on a vu, c'est que le scénario ne joue pas vraiment sur le futur immédiat, c'est-à-dire ce qui va se passer
d'ici 2040 ne dépend pas de nos choix, nos modes de vie, des avancées technologiques. C'est toutes ces quantités gigantesques de gaz à effet de serre qu'on a déjà injectées qui vont déterminer notre futur proche. Ce n'est pas une raison du tout pour du coup ne rien faire, parce que le scénario joue de façon déterminante sur le futur un peu plus lointain, c'est-à-dire dès la fin du XXIe siècle. On a ici à gauche ce qui se passe dans le scénario le plus pessimiste, 8,5 watts par mètre carré d'excédent d'énergie en 2100. Le scénario optimiste 2,6 à droite, on voit qu'on a des évolutions quand même qui sont tout à fait différentes. Donc oui, il faut agir tout de suite, puisque le scénario va jouer dès la fin du siècle, et même dès 2050, le scénario devient déterminant. Alors, pour ce qui est de la glace de mer, on voit sur l'étendue de la glace de mer en Arctique que les 3 scénarios un peu moins vertueux, pas du tout vertueux, conduisent à un océan complètement libre de glace d'ici la deuxième moitié du XXIe siècle. La seule façon de sauver la banquise arctique, c'est-à-dire de la stabiliser à une étendue plus modérée qu'elle ne le fut dans le passé, mais bon, il en reste. La seule façon, c'est d'avoir ces scénarios extraordinairement vertueux. Encore une fois, c'est demain qu'on arrête, à savoir les SSP 1, 1.9 et 2.6. Voilà. Avec ces scénarios, on arrive à stabiliser la banquise. Pour ce qui est de l'océan superficiel, nos ptéropodes vont-ils continuer à souffrir? La réponse est oui. Oui, pour les 3 scénarios, le scénario intermédiaire SSP2 4.5 et puis les 2 scénarios un peu moins vertueux 3 et 5, là le pH de l'océan va continuer à diminuer. Le seul moyen de stabiliser le pH de l'océan superficiel en moyenne globale, c'est vraiment les scénarios très vertueux SSP1, 1.9 et 2.6. Petite mention quand même sur le pH dans le cadre du scénario SSP 5, 8.5 qui tombe en dessous de 7,7. Et pourquoi 7,7 je le mentionne, c'est parce que des expériences ont été réalisées en immergeant des ptéropodes dans de l'eau à 7,7 de pH et on montre qu'en quelques semaines, leur coquille s'est dissoute. Donc, avec ce scénario-là, on a vraiment quelque chose de mortel pour des organismes qui sont tout en bas de la chaîne alimentaire océanique, ce qui est quand même très préoccupant. Alors, l'élévation du niveau des océans, en moyenne, et j'ai presque fini ma présentation. Donc là, nous avons les projections selon les différents scénarios. Les plages de couleurs, rose et bleu, c'est des fourchettes d'incertitude pour le scénario SSP3 7.0 et SSP1 2.6. Donc on voit que le niveau moyen de la mer va continuer à monter, quoi qu'on fasse, quel que soit le scénario, jusqu'à au moins la fin du siècle et même au-delà, le niveau de l'océan va continuer à monter du fait de l'inertie du système. Mais évidemment, ce n'est pas pour autant qu'il faut dire qu'il n'y aurait pas de bénéfice au scénario SSP1 1.9. Le niveau de la mer monterait nettement moins. Mais le scénario le plus vertueux n'empêcherait pas le fait que ça continue, cette montée du niveau moyen de la mer. Alors en pointillé, là, il est indiqué une courbe qui fait froid dans le dos. Alors low likelihood, tout de même, c'est peu probable, mais disons que ce sont des possibilités envisagées par le GIEC, au cas où on ait vraiment des phénomènes d'instabilité, de rétroaction positive. Donc en gros, c'est un peu le pire qui a été envisagé par le GIEC. Mais bon, le GIEC ne retient pas cette hypothèse comme très probable, mais c'est une possibilité quand même, on va dire, au pire.
Alors, si on se projette pour carrément les prochains 2000 ans, hein, alors ici, ce que nous avons, c'est l'augmentation, la hausse du niveau de la mer en fonction d'une température, d'une hausse de température globale. Donc, ce n'est pas en fonction d'un scénario, hein, c'est une mise en correspondance de l'augmentation des températures et l'augmentation du niveau de la mer. Voilà, donc on voit que limiter le réchauffement global à 1,5 degré Celsius, c'est bien aussi pour le niveau de la mer, hein, qui serait quand même limité, hein, avec une augmentation de seulement 2 à 3 mètres en moyenne mondiale. Par contre, sautons directement à la dernière ligne, hein, 5 degrés Celsius de réchauffement global conduirait à une hausse du niveau de la mer, hein, pouvant atteindre jusqu'à 22 mètres. Donc là, ça devient vraiment extrêmement préoccupant. C'est une réponse pas du tout linéaire entre le réchauffement global et la hausse moyenne des températures. Et voilà qui conclut ma présentation. Donc merci de votre attention. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions? Alors sinon, je vais en faire une pour l'été. C'est un peu en continuité de la présentation de Michael Kress et puis de vous. Comment testez-vous vos modèles de prévision climatique? Est-ce que vous faites du rétro, j'allais dire un rétro-contrôle sur des climats bien gérés dans le passé? Oui. Tout à fait, oui, on va tester effectivement la capacité de nos modèles à reproduire correctement les climats du passé. Oui, ça, effectivement, on les a validés, nos modèles de climat, on les a validés, ils reproduisent correctement, donc que ce soit depuis l'an 0 à peu près, hein, puis aussi même des détails assez fins comme depuis le début du XXe siècle par exemple. On a des périodes, par exemple, au début du XXe siècle, on avait plutôt un très léger refroidissement global. Ça, c'était à cause des aérosols, du carbone suie, en fait, qu'on avait injecté dans l'atmosphère, hein, et qui provoquait plutôt une diminution du rayonnement solaire disponible. Hein. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on sait reproduire quand on ne met pas les aérosols, quand on ne met pas les forçages anthropiques, les modèles ne voient pas cette période de refroidissement, ce qui est très normal, et puis en injectant les aérosols, on arrive à reproduire ce très petit refroidissement, hein, au début du XXe siècle. Donc oui, on les a validés, nos modèles de climat. Alors évidemment, ce n'est pas pour autant que c'est sûr, certifié, tamponné à 100%, qu'on n'a rien oublié, hein, comme processus de rétroaction, c'est d'une complexité extrême. Hein. Mais disons qu'en faisant du multimodèle, hein, ça c'est une approche indispensable, en faisant du multimodèle, quand des dizaines de modèles, disons, concordent à peu près, ça permet d'avoir une assez bonne confiance dans la qualité de la projection. Merci beaucoup. Une question et des collègues qui nous ont quittés parce que leur collège est en train de fermer. Faut pas je comprends bien, oui. Laisser enfermer à l'intérieur, c'est vrai que sinon on est obligé de faire le mur, ce qui n'est pas terrible dans les élèves. Voilà. Donc c'est un point. D'autres questions? Non, bon, donc tout a été très clair. Ben, merci beaucoup, Madame Fradier, de votre intervention puis la mise à disposition de la présentation qui sont transmis à l'ensemble du réseau, y compris les collègues. Avec plaisir. Qui n'ont pas été là, donc ça permettra aussi qu'ils posent des questions. Ben, merci à tous nos intervenants de la matinée parce que ça a été très riche scientifiquement et ça a ouvert plein de perspectives. On vous donne rendez-vous, réunion, c'est fait. Rendez-vous pour la partie pédagogique, comme le Christelle le soulignait tout à l'heure, qui aura lieu en septembre, dans lequel on réinvitera aussi nos partenaires, Météo France, Infoclimat, etc., de façon à ce qu'ils voient aussi ce qui se produit avec les stations météo. Et on vous remercie encore et on vous souhaite soit bon appétit pour ceux qui ont le temps d'aller prendre un déjeuner avant les activités de l'après-midi. Et en tout cas, à bientôt et vraiment merci encore pour ce que vous avez apporté à tous.